Mes amis, bien le bonjour. En ouverture de cette vidéo, j'aimerais vous faire écouter quelque chose. C'est un cri. Et j'aimerais que vous le reteniez tout le long de ce récit. C'est le cri d'une femme qui arrive à la maison et la police est là et l'informe que son mari a été refroidi. Okay, I'm sorry to tell you, man. He's been killed. He's been killed, man. I'm sorry. Listen. No. Try to calm down. Listen. Right now, what we need to get you to the station. We need to get you to our police station. Elle s'appelle Dalia D'Ippolito, née Dalia Mohamed. Elle est née de l'union entre un Égyptien vivant aux États-Unis et puis une Péruvienne. Ce couple, qui s'était connu à New York, a fait une tripotée d'enfants, dont Dalia. Une fois adulte, on va la retrouver au début des années 2000, du côté de la Californie. Ce qu'elle faisait, c'est tout simplement, elle vendait ses charmes contre de l'argent, et elle pratiquait également une forme aboutie de proxénétisme. Elle animait un cercle de filles, les présentait à des clients, et prenait son pourcentage au passage. Elle rencontre vers 2005 un homme d'origine égyptienne qui va devenir un petit peu son régulier, son copain, c'était un client à la base. Elle va le rencontrer et puis ils vont avoir une sorte d'amourette qui va pas durer longtemps. Pendant cette amourette, elle continuait à voir ses clients. Par la suite, elle le quitte, même s'il reste en contact de loin en loin, et elle va rencontrer un bellâtre italien, Michael D'Ippolito. Ce D'Ippolito, c'était un homme marié qui avait fait de la prison. C'était un escroc. Il avait fricoté avec l'une des familles de mafia en Floride. Et puis, ce qu'il faisait pour eux, c'était de la fraude financière, tout simplement. Ils avaient organisé un call center, ils téléphonaient à droite et à gauche aux États-Unis, ils faisaient l'annuaire téléphonique, ils tombaient sur des gens auxquels ils promettaient des revenus mirobolants. Ces gens, donc, consentaient à faire des investissements, et puis une fois que l'argent arrivait sur le compte de D'Ippolito, tout simplement, ils le mangeaient. Ils prenaient l'argent et ils le dépensaient à mener la grande vie. Tôt ou tard, ce système allait s'effondrer, et puis il s'est retrouvé avec la police à sa porte, il a fait de la prison, et puis au bout de quelques années, il a été libéré, et on lui a été libéré vers 2002, et pendant 20 ans, il aurait dû être en probation. Ça signifie que pendant 20 ans, il avait des règles liées à sa liberté. Il rencontre donc Dalia, et il tombe immédiatement sous son charme. De toute manière, cette Dalia, elle est à moitié moyen-orientale, moitié Amérique latine. Il ne faut pas sous-estimer sa capacité de séduction. On ne sait pas trop ce qu'elle lui a fait. C'est des détails qui se sont perdus malheureusement dans les méandres de ce dossier. Mais toujours est-il que, littéralement, dans la semaine de leur rencontre, il entame une procédure pour divorcer son épouse légitime. Dès qu'il a les papiers du divorce en main, que ce dernier a été prononcé, nous sommes en février, 5 jours plus tard, il convole en juste noces avec Dalia. C'est une relation qui est menée tambour battant, à telle vitesse que elle va se dégrader très rapidement aussi. Là où on voit des gens, des fois, mettre 20 ans ou 30 ans pour en arriver aux mains, eh bien, dans le cas de Dalia et Michael D'Ippolito, ça va se passer en quelques semaines. Elle s'en ouvre à son ex, l'Égyptien. Elle va commencer à le contacter en lui disant que que M. D'Ippolito est un monstre, qu'il la violente, qu'elle a peur de lui. Et en fait, elle raconte tellement d'horreur à son sujet que l'ex va commencer à être habité d'une sorte de syndrome du héros. De toute manière. Quand on connaît les hommes, il n'y en a pas un sur Terre qui n'aurait pas une sorte au moins de satisfaction intérieure à apprendre que son ex est tombé sur un os avec son nouveau mec. Ça, c'est malheureusement un classique de la nature humaine. Il ne change pas d'une personne à l'autre. Alors, l'ex veut aider Dalia. Il veut l'aider à se débarrasser de son mari. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à contacter la police et jouer sur le profil du gars. Il va leur dire, oui, il a de la drogue, il a été vu avec des gens, tout ça. Il va commencer à faire des déclarations malveillantes à la police. La police recevait également des appels anonymes. Les appels anonymes venaient de Dalia elle-même. Des appels anonymes qui corroboraient, en fait, la version que racontait l'ex. Alors régulièrement, les flics lui tombaient dessus.
monsieur D'Ippolito. Ils arrivaient à tout bout de champ, ils l'arrêtaient à un carrefour, ils tombaient dessus à la maison, peu importe. Et ils le fouillaient, lui posaient des questions, le rudoyaient. Lui, il n'arrêtait pas de jurer, écoutez, je suis rangé, c'est bon, je suis dans le légal, j'ai une meuf, je me suis marié, je veux plus, j'ai tourné la page de mon passé. Mais la police voulait pas le croire. Il dit non, des gars comme toi, vous replongez toujours, on t'a à l'œil, on finira par t'avoir. Et en fait, il y a quelque chose qui ne collait pas. C'est-à-dire que même la police commençait à avoir des doutes. De sorte que, à chaque fois, ils recevaient des appels comme quoi il est revenu dans le business. Mais quand ils allaient le voir, il n'y avait rien. À un moment donné, ils ont même trouvé de la drogue qui était cachée dans sa voiture. Mais ils ont cru en sa sincérité et ils l'ont relâché. En juillet 2009. On est seulement quelques mois après le mariage. Le mariage avec Dalia, c'était en février 2009. Là, on est en juillet, on est en été. Il panique tellement qu'il va parler à son épouse et lui dit, écoute, le bien matériel le plus précieux que j'ai, c'est ma maison. Vu que les flics sont dans une campagne de harcèlement contre moi, ils vont pas me lâcher. Tôt ou tard, ils vont me faire tomber. Et j'ai peur, si je m'en trouve en justice, de perdre mon bien, de perdre ma maison. Donc ce que je veux faire, c'est la mettre à ton nom. Comme ça, au moins, je sauverai les meubles. Elle lui dit, effectivement, c'est une très bonne idée, mon chéri. Donc, ce fut chose faite. Ils vont faire les papiers et ils lui donnent la propriété de la maison. À partir de cet instant, je disais, nous sommes en juillet, elle décidera qu'il doit mourir, qu'il ne doit pas finir l'été. Donc, elle recontacte son ex et elle lui dit, écoute, notre plan avec la police n'a pas marché. Les flics, c'est vrai, ils l'ont harcelé à un moment donné, ils l'ont arrêté à de nombreuses reprises, il a été en garde à vue. Mais finalement, il n'y a rien. Ils l'ont chaque fois relâché. Il va falloir passer à la vitesse supérieure. Au départ, elle demande à son ex d'acheter un flingue. Elle lui dit, est-ce que tu ne peux pas m'acheter un flingue? Moi, je ne peux pas l'acheter moi-même parce que, voilà, il va falloir que je brouille les pistes. L'ex n'est pas très content de cette idée. Elle lui dit, non, si tu le butes toi-même, ça va être très dur. Ils sauront que c'est toi. Tu sais, les flics sont bons avec ces choses-là, tout ça. Donc, il réussit à dissuader. Maintenant, dans leur conversation, va naître l'idée de recruter un tueur à gages. Alors, l'ex va trouver le tueur à gages qu'il va présenter à Dalia. Elle va le rencontrer dans sa voiture et puis ils vont discuter. Il lui dit, est-ce que vous êtes sûr? Elle lui dit, à un moment donné, je suis 5000% sûr. Je suis 5000% sûr que je veux le voir mort et refroidi. Pour la bonne mesure, elle fait rentrer le tueur à gages à la maison. Un jour où son mari n'est pas là, elle arrive à la maison avec le tueur à gages, elle lui fait visiter. Voilà, la porte, la fenêtre, le balcon, il y a des opportunités pour rentrer, pour se cacher, pour fuir, tout ça. Bon, lui, en professionnel consciencieux, vous imaginez, il prend des notes, fait des croquis, prend quelques photos, juste pour être sûr que le travail sera bien fait. Et puis, on va arriver au mois d'août. C'est là où le travail doit être exécuté. Le mari aussi doit être exécuté. Le tueur à gages requiert un émolument de $7000 qu'elle paye rubis sur ongle. Et puis, rendez-vous est pris. Elle, ce qu'elle va faire, c'est aller au gym. Parce que l'avantage dans le gym, c'est que quand on rentre, on a une carte, on va pointer. Il y a une machine qui va retenir l'heure exacte de l'arrivée et de départ. Il y a des témoins, il y a des moniteurs, il y a des caméras également. Donc, c'est l'alibi parfait. Elle se rend au gym, met ses écouteurs et commence à courir. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vient taper sur son dos. Il y a un appel urgent pour elle. Elle est demandée, séance tenante. C'est un officier de police. Il a l'air très sérieux et lui demande de venir à la maison en urgence. Il y a quelque chose. Un drame est arrivé. Donc, elle arrive chez elle et là, il y a un cordon de police. La route est bouclée. Des voitures de flics ferment les allées. Il y a une ambulance. La police va l'intercepter devant la maison, lui disant, écoutez madame, je suis vraiment désolé, votre mari est décédé. On a des collègues sur la scène du crime, ils sont en train de faire les constatations d'usage, mais en ce moment, on ne peut plus rien faire, il est mort. C'est là où elle va éclater en sanglots et émettre ce cri. Donc, il lui demande de venir avec eux au poste pour essayer de les aider à trouver le criminel. Parce que son mari, il avait des ennemis. Il avait travaillé déjà avec la mafia, une des familles les plus dangereuses de la mafia italienne. Il avait probablement arnaqué peut-être des
des complices qui lui en voulaient. Il avait peut-être des clients qui l'avaient arnaqué, qui peut-être le cherchaient, voulaient se venger. Donc, quelque part, il avait beaucoup d'ennemis, cet homme. Alors forcément, le trouver mort, c'était pas une grande surprise. Elle va avec eux. Elle arrive donc au commissariat. Là, au bout d'un certain moment de discussion, on lui ramène un suspect. Le suspect qui arrive, c'est le tueur à gages. On lui demande, est-ce que vous reconnaissez cet homme? Elle dit non, je ne le reconnais pas. Mais là, il y a des choses qui commencent un petit peu à ne pas aller dans l'histoire. Et sur ce, il ramène quelqu'un d'autre. Et celui-là, elle va le reconnaître. C'est son mari. Et il est vivant. Il est bel et bien vivant, il est là. Et soudainement, il y a son monde qui s'écroule. Elle réalise qu'elle s'est fait avoir. Elle réalise que tout ça, c'était un scénario qui a été monté par la police. En fait, you need a real good attorney because we're going to show him the film where you say you're 5,000% sure you want him dead. You think I made that up? You think I made that up? It's exactly what's going to happen. I'm talking with you. When I leave this room, no other officer will ever talk to you again. The next time we see you is when you're in trial. We'll go ahead and arrest you for solicitation first degree murder. Can you folks stand up? Stand up, please. No. Sit back down. Here, stay right here. You can stay right there. Oh my God! He's alive. Come here, please. Come here. Mike, come here. Come here, please. Come here. Can't fix it. Why not? I didn't do anything I to heard you. Mike, come here, please. Come here. Okay. Thank you. We'll take her back to booking. son ex, qui était tout le temps en cheville avec la police parce qu'il n'arrêtait pas d'aller régulièrement chez eux pour dénoncer M. D'Ippolito, à un moment donné, avait craqué. À un moment donné, il est arrivé chez eux, il leur a dit, oui, elle cherche un tueur à gages. La police, comme la loi en Floride les autorise, ils ont organisé une opération. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un flic qui s'est fait passer pour un tueur à gages et il l'a rencontré dans une voiture, à plusieurs reprises. La voiture était bourrée de caméras et de micros. Et c'est là qu'elle n'arrêtait pas de dire « Je le veux mort, j'en suis sûr, à 5000%. » Et cette histoire des 5000%, on va la hanter durant son procès. Le mec, le mari, quand elle le voit chez la police, elle commence à hurler parce que là, elle réalise soudainement que tout son phare, tout son masque tombe. Elle commence à hurler des « Viens, viens », commence à supplier d'une voix suppliante. Elle veut qu'il vienne. Elle veut que lui expliquer, alors qu'il n'y a rien à expliquer. Elle a voulu le tuer, elle pensait jusqu'à une seconde qu'il était mort, et là, elle veut lui expliquer quoi? Que c'était un malentendu? Et en fait, cette femme sera conduite donc en prison. Elle aura 3 procès en tout. C'est un long feuilleton judiciaire qui va commencer pour elle. Le premier procès a collapsé pour une raison très simple. Il y avait un vice de procédure. Si vous regardez les vidéos, elles sont de très bonne qualité. Et pourquoi les vidéos sont de bonne qualité? Parce que durant cette affaire, il y avait concomitamment un producteur et des caméramans et tout qui étaient en train de tourner un reportage sur la police. La police leur a permis de venir filmer la scène de son arrestation. Et en fait, ils ont filmé aussi une bonne partie de l'enquête. Mais pour les arranger un petit peu pour le film, ils n'ont pas 100% respecté la procédure. Ceci a été utilisé comme levier pour les avocats d'Ippolito, de Madame D'Ippolito, pour faire sauter le premier procès. Après, il y en a eu 2 autres. Mais au final, elle a été condamnée à 16 ans de prison. Elle sera libérable en 2032. L'ex a été retrouvé mort en 2020. Il a été retrouvé mort d'une overdose chez lui. Sa famille n'avait pas pu le contacter. Puis 2 jours plus tard, ils ont été forcés la porte et il était là, raide mort. Et puis, M. Michael D'Ippolito, il a retrouvé une femme, espérant que cette fois-ci, il n'est pas tombé sur une tueuse. Et puis, il mène sa vie de son côté. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans une prochaine. À très bientôt.